installée sur une ferme depuis... Moi, je me suis installée en 1997, mon conjoint en 1996, l'année d'avant. On a repris la ferme de ses parents, qui était une ferme assez classique du modèle breton à l'époque, un élevage hors sol de dinde en intensif et un élevage bovin, de vaches allaitantes, et du coup avec engraissement des taurillons au maïs soja. Donc c'était très classique, vraiment dans l'esprit du modèle agricole breton. Nous, quand on s'est installé, on avait envie d'avoir des pratiques plus en accord avec la prise en compte de l'environnement. Il y avait déjà quand même plein de problèmes de qualité de l'eau qui étaient largement connus en Bretagne, et du coup, on ne voulait pas y participer par nos pratiques agricoles. Donc, on voulait faire évoluer la ferme. Donc, nous, quand on a repris, on a arrêté l'engraissement des taurillons au maïs soja. On a du coup continué l'élevage bovin jusqu'à l'herbe. Et sur les premières années, on a gardé l'élevage hors sol pour des questions d'équilibre économique de la ferme. Et donc 3 ans après, on a arrêté cet élevage-là. Et depuis, du coup, notre activité principale, c'est élevage de bovins viande, enfin de vaches allaitantes, sur un système herbagé, avec une activité assez marginale d'accueil à la ferme. Depuis cette époque, on vit sur cette ferme-là, on a élevé nos 4 enfants, on s'en sort correctement. On a un mode de vie paysan qui fait qu'on a des avantages en nature sur cette ferme. On est du coup assez autonome au niveau de notre consommation alimentaire. On produit le bois pour notre chauffage du coup à partir de la ferme. Donc du coup tout ça c'est des dépenses qu'on n'a pas à faire aussi. Donc si nos revenus sont toujours positifs, on n'a jamais été dans le négatif, mais du coup même s'ils ne sont pas énormes, on a une qualité de vie qui est quand même tout à fait correcte. Et au final, c'est la vie qu'on a choisie, quoi, et notre niveau de vie nous convient. Quand on s'est installé, on était en location sur la totalité de la ferme. Les propriétaires des terres voulaient nous les vendre au moment de la reprise. Mais en fait, il y a la possibilité de transmettre les bails, les baux de parents à enfants. Donc on a utilisé cette possibilité-là et on a repris les terres tout en fermage. Et on les a achetées après au fur et à mesure de notre activité, puisque beaucoup de nos propriétaires sont décédés et leurs héritiers ont mis en vente les fermes. Donc, mais ça s'est fait sur la totalité, enfin sur notre vie professionnelle, et c'est quand même beaucoup moins lourd que de tout acheter au départ. Donc le fermage, c'est quand même un super statut, mais on le défend. On est en limousine allaitante, on a 52 mères, on élève la suite femelle, on vend les mâles en broutard à 9-10 mois. On est en bio, donc toutes les femelles sont valorisées en bio, on vend par Bretagne Viande Bio. Et les mâles, par contre, repartent dans un circuit conventionnel. On vend à une coopérative qui s'appelle la Copelle Bovie. Nous, on a repris un cheptel existant, mais qu'on a continué à améliorer. Ça, en fait, on le fait tout le temps, hein, d'améliorer. Donc, on a amélioré la taille de nos animaux. Par la voie mâle, en fait, on achète des taureaux inscrits, et du coup on améliore comme ça la conformation de nos animaux. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le calme de nos animaux. Les limousines sont réputées pour être quand même des animaux un peu farouches et un peu sportifs. Donc nous on a beaucoup travaillé sur le caractère de nos animaux. Dès qu'il y en avait avec lesquels on se sentait pas très bien, enfin on pouvait se sentir en danger, on les gardait pas, et du coup on a vraiment adouci notre troupeau. On travaille en totale confiance avec notre troupeau aujourd'hui. Donc voilà, amélioration de la conformation, mais amélioration aussi du caractère de nos animaux. On a un salarié à temps partiel, 1 jour par semaine en fait, au sein d'un groupement d'employeurs. Et ce salarié-là, quand on part, il nous remplace, et donc on s'arrange avec les autres employeurs. Du coup, il ne fait pas des journées entières chez nous, mais il passe tous les jours. Et ça nous permet de pouvoir partir en laissant notre troupeau dans les mains de quelqu'un qui connaît très bien la ferme, et on est en toute confiance, quoi. Des fermes comme ça, il n'y en a pas tant que ça sur la commune.
Beaucoup de personnes pensent qu'il y a un loup pour qu'on arrive à vivre correctement avec une ferme pas très grande comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'on... notamment, moi, je suis investie à la Conf, on a des indemnités, mais en fait, ça n'a rien à voir. En fait, si la ferme, elle tourne aujourd'hui, c'est elle-même qui génère de l'économie. Hein. Nous, aujourd'hui, moi, mon remplacement... les indemnités que j'ai... par la Confédération paysanne me servent à payer un remplacement pour faire mon boulot. Donc il n'y a pas de... ça ne fait pas rentrer d'argent, c'est juste... c'est une opération blanche. Les 3 années où on a fait de l'élevage intensif, là, on a bien vu qu'on n'avait aucune marge de manœuvre personnelle sur notre travail et que du coup on était complètement on était complètement tributaire des décisions qui étaient prises par l'intégrateur et donc ça ne nous correspondait pas du tout. Et comme on ne voulait pas continuer comme ça, on voulait être autonome sur notre ferme, outre le fait que ce n'étaient pas des pratiques qui correspondaient, qui nous allaient sur le plan environnemental, la façon de travailler en intégration où tu décides rien en tant qu'agriculteur, tu prends tous les risques financiers parce que tu investis tout, mais en fait après tu décides rien. Ça ne nous convenait pas du tout et donc on a préféré arrêter pour ces 2 raisons principales. On a tous lu Les algues vertes, donc on sait bien qu'il y a une collusion entre les différents acteurs qui peuvent jouer là-dessus, donc peut-être que le mot mafia correspond à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'interactions entre tous les acteurs et que ça pèse, ça pèse sur les choix des gens, sur la vie des gens, et qu'en fait, les marges de manœuvre ne sont pas énormes, quoi. Donc, on voit, on entend parler autour de nous les gens qui sont restés dans ce système-là. En fait, ils peuvent que se soumettre aux décisions qui sont prises par les gens pour qui ils bossent. Hein. Ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Même si ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent faire, ils n'ont vraiment pas le choix, quoi. On a eu peur au mois de juillet, là, hein, quand c'était vraiment tout sec. On a commencé à voir des arbres séchés dans les haies. On avait du coup nos prairies qui étaient des paillassons. On avait l'impression d'être dans le Maine-et-Loire. Il a fallu qu'on commence à donner du foin très tôt. Et là, on s'est dit, comment ça va se passer cet hiver si on commence déjà à attaquer notre foin maintenant. Donc on s'est dit que, on s'est fait un peu peur avec la sécheresse de l'an dernier, en se disant que même un système herbagé qui jusque-là était super adapté au territoire, autant sur le climat que sur le sol, il souffrait très largement aussi et on s'est fait peur. Ici, c'est très moyen. Enfin, nous, sur notre ferme, hein, c'est très moyen. On a beaucoup de prairies naturelles et dont beaucoup de prairies humides. On a vraiment une ferme qui n'a pas des grandes qualités. Mais après, c'est pareil, hein, c'est variable. Sur la commune, il y a des terres beaucoup plus riches, avec des personnes qui font plus de culture maintenant parce que la nature des sols le permet. Mais il y a quand même encore beaucoup... le mieux, c'est l'élevage. Et il y a quand même beaucoup de parties de la commune qui ne peuvent être utilisées qu'en prairie, quoi. Il y avait des grands champs, notamment de maïs, hein, parce qu'il y a beaucoup de maïs. Par ici, les cultures, c'est beaucoup ça. Donc c'est arrivé qu'il y ait une partie de la terre qui se retrouve à la rivière ou en bas du champ. C'est pareil, c'est pas tout plat, donc en cas de grosse précipitation, ça peut se retrouver en bas du champ. Langonette, donc la commune sur laquelle je suis, c'est une des premières communes remembrées. Donc ça a été catastrophique, hein. C'était à l'époque où on enlevait des kilomètres et des kilomètres de haies. Mais autour, il y a des communes qui ont été remembrées très tardivement quand on avait pris conscience que les haies, elles avaient quand même une utilité pour retenir l'eau notamment et la terre. Et donc c'est beaucoup moins catastrophique dans certaines communes autour. Mais il y a quand même une impression très boisée parce qu'en fait, il y a plein d'endroits improductifs qui sont
avec des saulaies, des bosquets. Donc ça donne quand même, ça donne pas du tout la même impression qu'à Pontivy, quoi, hein. Il y a trop d'endroits ici où c'était difficilement valorisable autrement qu'avec des pâtures. Donc si c'était des tout petits champs, ça a été arrêté. Et ça donne vraiment quand même une impression très boisée, malgré un remembrement catastrophique. Ouais, nous on a un très très ancien forage qui date du temps de mes beaux-parents et je ne connais pas ses caractéristiques. Donc on a une partie avec ce forage et puis une partie avec l'eau du réseau, quoi. Ça fait quand même longtemps qu'on sait que les COP, elles sont plus au service des paysans qui, à l'origine, les avaient créés pour, mettre en commun des moyens de vente et pas avoir ce boulot-là à faire. Mais ça a complètement échappé au monde agricole. Et on sait que même le milieu coopératif, aujourd'hui, il n'est pas plus au service de l'agriculture que les privés, hein. Donc du coup, les privés ne se gênant pas pour avoir des revenus de cet ordre-là, et sachant que le milieu coopératif a complètement échappé au monde agricole, c'est plausible. On le sait que en fait, dans les conseils d'administration, on est plutôt des alibis que vraiment les gens qui déterminent les orientations. L'eau, elle peut venir à manquer en Bretagne comme elle peut venir à manquer partout. En fait, le dérèglement climatique, on ne sait pas du tout comment il va s'exprimer nulle part. On sait qu'en Europe, pour le moment, c'est encore plus marqué qu'ailleurs, l'augmentation de la température. Donc ce dérèglement, il nous fait vraiment partir dans tous les sens. Pendant longtemps, on s'est dit que la Bretagne, ça serait une des régions qui serait préservée en France. Et on a vu que l'année dernière, non, on a réussi à passer les 40 degrés en Bretagne. C'était complètement inédit. Donc, comme on ne sait pas où on va, il peut y avoir des années où l'on manquera en Bretagne, hein. Ça reste dans les orientations possibles, hein. La première des questions, c'est est-ce qu'on doit conserver le modèle agricole breton ? Avant de penser retenue collinaire, il faut déjà penser sobriété, savoir quel modèle agricole on veut, et une fois qu'on l'aura défini tous ensemble, voir s'il y a vraiment, il continue à y avoir des besoins d'irrigation. Après, à la Confédération paysanne, on n'est pas contre l'irrigation, mais par contre on pense que l'irrigation, elle doit justement ça doit être la dernière, ce qu'on pense en dernier, et ça doit être pour une agriculture qu'on a définie au départ. C'est pas une agriculture d'exportation, à mon avis, ça ne doit pas du tout être prioritaire pour utiliser de l'eau qui se raréfie, quoi. Donc pour la consommation humaine locale en priorité, pour l'abreuvement des animaux, et après, s'il n'y a plus d'eau, il y a des choses qu'on arrêtera, quoi. Enfin, nous on appelle ça l'agriculture paysanne, mais c'est de l'agroécologie, effectivement. C'est une agriculture qui est le plus adaptée possible au territoire, donc qui doit tenir compte des potentialités du territoire. Donc les potentialités, c'est effectivement les sols, c'est le climat, et donc on doit pouvoir avoir cette option, cette façon d'envisager l'agriculture. Pour nous aussi, on pense qu'une agriculture qui tient la route, c'est de la polyculture élevage. Donc remettre de l'élevage un peu partout, hein, pas tout l'élevage en Bretagne et pas du tout d'élevage dans d'autres régions consacrées aux céréales comme ça se fait aujourd'hui, puisque dans les deux cas, en fait, ça pose des problèmes. Chez nous, trop de déjections, problème de pollution de l'eau. Ailleurs, pas assez de matière organique, du coup, utilisation abusive d'engrais. Donc il faut repenser l'agriculture
une agriculture du coup beaucoup plus équilibrée, de la polyculture élevage partout, quoi. Nous on se bat pour que du coup l'élevage soit maintenu dans tous les territoires. Du coup, il faut se battre un peu aussi contre des préjugés de la société qui pensent que, par exemple, l'élevage bovin, c'est très mauvais pour le climat. Donc, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est pas vrai. Non, c'est pas complètement vrai. L'élevage bovin, quand il est en lien avec son territoire, et c'est-à-dire quand il y a des prairies permanentes, en fait, le carbone, il est capté dans le sol par les prairies permanentes et on peut être sur un cycle assez peu producteur en fait, de gaz à effet de serre. Et quand on a du coup des prairies permanentes dans un bocage, du coup, on va avoir du coup, de la matière organique dans le sol. On va aussi permettre faire des espèces de microclimats qui vont faire qu'il y aura de l'eau dans ces endroits-là. Donc il faut remettre de l'élevage, de l'élevage herbagé, de l'élevage avec des haies. Et du coup, on va stopper un peu la perte d'eau, l'espèce de désertification. Enfin, on n'est pas encore rendu à la désertification, mais en tout cas, la diminution de l'eau dans nos secteurs, quoi. Je ne sais pas si ça régresse, enfin les fermes en agriculture paysanne, je ne sais pas si ça régresse. D'une façon globale, le nombre de fermes régresse, donc il y en a qui s'agrandissent, mais je ne pense pas que le nombre de fermes en agriculture paysanne diminue plus que les autres fermes. Par contre, elles ne sont absolument pas soutenues par les politiques publiques. Donc du coup, il pourrait y en avoir beaucoup plus si les politiques publiques elles soutenaient cette agriculture-là autant qu'elle soutient l'agriculture intensive qui est soutenue par la PAC beaucoup plus. Toutes les fermes en maraîchage, toutes les fermes en arboriculture sont absolument pas du tout soutenues par la politique agricole commune, alors que les fermes en céréales, elles sont très très largement soutenues par la PAC, quoi. Donc les politiques publiques en fait, orientent aussi très très largement le modèle agricole. Si on veut l'orienter autrement, le modèle agricole, et là il y a urgence à l'orienter autrement, il faut avoir des politiques publiques ambitieuses qui accompagnent cette réorientation, quoi. Oui, un modèle économique global qui est basé sur la croissance, hein, sur du coup la croissance, l'exportation, faire tourner un système économique qui va de l'amont à la transformation agroalimentaire derrière. C'est vraiment ça qui mène les politiques agricoles, bien plus que ce que nous on revendique, l'alimentation de nos concitoyens et concitoyennes. Pour nous, une politique agricole, ça doit être une politique qui est au service d'une politique alimentaire. Et aujourd'hui, la politique agricole, elle est au service d'une politique économique de croissance. Des politiques publiques en général, hein. La PAC, c'est le gros morceau, mais la majorité des politiques publiques accompagnent un modèle sont au service d'un modèle économique capitaliste pour qui il doit toujours y avoir des nouveaux marchés, de la croissance. Et on arrive en plus à avoir des marchés aujourd'hui, vu que c'est un peu que la capacité physique de la production est limitée. Maintenant, on va vendre du carbone, on va vendre des services pour la biodiversité. Enfin, on vend tout maintenant, hein. Donc, il n'y a rien de particulier lié à l'eau sur la PAC. Par contre, comme la PAC, elle continue à être distribuée à l'hectare et non pas à l'actif. Du coup, elle favorise l'agrandissement des fermes et on voit dans certaines régions des fermes énormes en production de céréales qui vont irriguer pour maintenir leur potentiel de production, quoi. Enfin, en Poitou-Charentes, c'est le cas. Si la PAC n'était pas derrière, les fermes ne seraient pas aussi grandes et du coup, il n'y aurait pas cette nécessité de continuer à soutenir un modèle agricole qui se remet pas en cause.
si déjà il y avait une vraie politique, au niveau de la France, ça serait déjà super bien. Après, si on arrivait à se mettre d'accord au niveau de l'Europe, ça serait encore mieux. Mais pour le moment, on voit la difficulté qu'on a en Europe à sortir de ce modèle, au niveau de la PAC en tout cas, à sortir de ce modèle ultra-capitaliste. Et j'ai bien peur que tant qu'on ne change pas d'une façon globale notre façon de penser, on va faire comme on fait aujourd'hui en France, mais à une échelle plus grande, c'est mettre la ressource en eau au service de l'augmentation de productivité ou du maintien de la productivité agricole, quoi. Non, il demande à tous les secteurs d'activité, sauf l'agriculture, de réduire sa consommation d'eau. Non, ça ne peut pas du tout nous convenir. L'agriculture, elle doit réduire sa consommation d'eau, comme je disais tout à l'heure, en se demandant en fait quel est l'objectif premier de l'agriculture et comment est-ce qu'on fait pour y répondre, c'est-à-dire l'alimentation des gens, et comment on fait pour y répondre en consommant le moins d'eau possible. Vous avez peut-être suivi que la Chambre d'agriculture du Morbihan a demandé à ce que la Confédération paysanne ne bénéficie plus de subventions publiques pour son fonctionnement, tout ça. Donc au niveau départemental, c'est extrêmement compliqué. Au niveau régional, on peut plus facilement s'exprimer, mais enfin on est quand même très très minoritaire. La constitution des chambres aujourd'hui fait que les syndicats minoritaires, les syndicats qui n'arrivent pas en tête des élections professionnelles se retrouvent avec très très peu de sièges après le mode de scrutin et de répartition des sièges. Donc on pèse assez peu, mais c'est quand même moins pire au niveau de la chambre régionale qu'au niveau de la chambre départementale. Au niveau du département du Morbihan, des personnes qui ne supportent absolument pas toutes les critiques qui soient et qui sont des soutiens inconditionnels d'un modèle ultra-productiviste. Donc qui pourraient du coup se retrouver à mal si il fallait effectivement le repenser l'accès à l'eau, repenser les soutiens publics et tout ça. Donc du coup, ils ne veulent surtout pas qu'on critique. Pourquoi on pèse pas autant peut-être que la première des choses, c'est qu'on est un syndicat qui est catégorisé à gauche. Et le milieu agricole n'est pas particulièrement connu pour être un milieu professionnel très à gauche. Donc il y a des gens qui, même s'ils partagent notre projet politique, ils n'arrivent pas à faire le pas, de se dire je vote pour un syndicat de gauche. Une autre raison qui n'est pas mineure non plus, c'est que la FNSEA, c'est le syndicat traditionnel, et donc il y a plein de personnes qui pensent que s'ils veulent avoir accès à des aides, à des conseils, à des services, il faut qu'ils soient syndiqués à la FNSEA. Ils ne se posent même pas la question de quel est le projet politique, le projet agricole qui est porté par la FNSEA. Pour eux, c'est la façon de pouvoir accéder à leurs droits. Donc pas beaucoup de gens, plutôt par habitude, avec en plus une espèce de pression sociale de quoi, tu vas quand même pas voter ailleurs qu'à la FNSEA. Enfin, c'est notre syndicat agricole, quoi. Donc voilà, ça tient quand même la FNSEA présente dans les campagnes, ça, cette antériorité et une grosse confusion aussi qui est organisée par les FDSEA sur le rôle de la Chambre d'agriculture et le rôle du syndicat. Donc du coup, y a les gens moins informés ou qui se tiennent moins informés ne savent pas vraiment qu'ils pourraient avoir les mêmes services à la Chambre sans être à la FNSEA, ou alors ils ont l'impression que quand la Chambre fait quelque chose pour eux, c'est la FNSEA. Donc il y a une confusion qui est largement entretenue par... Alors l'agribashing, déjà, pour moi, c'est un concept qui a été complètement inventé par la FNSEA, c'est de la com, pour dire à ses adhérents, regardez, on s'occupe de vous, parce qu'en fait,
globalement, depuis le temps qu'ils font de la cogestion, ou même qui font plus que de la cogestion, hein, qui dessinent les politiques agricoles, qui sont plus au service des paysans, si les agriculteurs, les paysans s'en rendent compte, ils devraient arrêter de voter pour, hein, franchement. Donc il faut qu'ils continuent à faire croire qu'ils sont indispensables pour protéger les paysans, donc ils inventent des ennemis d'extérieur. C'est un truc, mais du coup qui rend les gens malheureux parce qu'ils y croient, quoi. Enfin, il y a des gens qui y croient que personne les aime, que personne n'est en accord avec ce qu'ils font, et du coup ça fait monter aussi les tensions des deux côtés, quoi. Quand tu penses que les personnes en face de toi, elles vont faire que te critiquer, bah, tu es sur la défensive. Une incompréhension super forte d'une société qui est quand même assez déconnectée de nos réalités. Ça crée des tensions, mais si d'un côté on explique plus aux gens ce que c'est vraiment l'agriculture, nos contraintes et tout ça, et d'un autre côté on dit aux agriculteurs et aux agricultrices, il faut évoluer, le système dans lequel on est, il n'est pas tenable, et les politiques publiques vont vous accompagner pour le faire évoluer, je vois pas pourquoi ça se ferait pas, quoi. À mon avis, c'est pas sur le terrain qu'il y a le blocage, c'est dans l'agroalimentaire, dans la fabrication des engrais, dans la fabrication du matériel et tout ça. Enfin, tous les gens qui vivent de ce système-là, bien plus que nous. Nous, en fait, la plupart des gens, ils vivent difficilement de leur boulot. Donc, si on leur dit vous pouvez faire autrement, vous gagnerez votre vie, pourquoi ils diraient non, quoi. Attention, il y a plusieurs paiements pour services environnementaux. En fait, les PSE, quand ils sont, pour nous, ils doivent être gérés par la puissance publique et pas par des privés. Parce qu'en fait, les privés, ça ne va pas faire une politique globale, quoi. Chacun va dire, bah, tiens, moi, je vais compenser la pollution que je fais dans le cadre de mon activité économique ou n'importe quoi en payant un agriculteur pour qu'il plante une haie, pour qu'il laisse une partie en pâture, enfin n'importe quoi, en zone humide. Puis à côté, il peut faire n'importe quoi sur sa ferme qui va à l'encontre, c'est pas grave, en fait. Et ça, c'est pas une politique qui va orienter ce genre d'action, pour nous, à la Confédération paysanne, ça va pas changer globalement les choses. Donc nous, on est pour que le système il soit accompagné d'une façon systémique, et ça doit être fait par des politiques publiques et pas par... Donc si par paiement pour services environnementaux, vous entendez tout ce qui est fait en termes de compensation et tout ça, non, ça, on n'est pas du tout favorable. Bon, il faut accompagner l'agriculture autour pour que que les agriculteurs aient des pratiques qui permettent d'avoir une eau de qualité sur les captages. Enfin, en plus, on sait faire, il y a plein d'endroits où ça marche, donc faut avoir un peu d'ambition, quoi, de courage politique, parce qu'effectivement, s'il reste pollué, c'est que les pratiques agricoles ne permettent pas que l'eau retrouve sa qualité. Mais généralement, ça se confronte à des enjeux économiques, quoi, donc ça demande du courage politique. Ça va être un peu long, parce qu'aujourd'hui, on a une exigence de productivité pour nous gagner notre vie, qui fait qu'il y a plein de fermes qui ne peuvent pas du jour au lendemain se passer de pesticides. Après, on est aussi plein de fermes à savoir se passer de pesticides. Enfin, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est en bio. Et il y a des gens des fermes qui le sont depuis bien plus longtemps que nous. Donc, des fermes qui savent se passer de pesticides de synthèse, il y en a. Donc, il faut vraiment massifier ces pratiques-là. Et puis, accompagner du coup toutes les fermes qui, pour le moment, ne sont pas dans ces démarches-là pour diminuer progressivement la quantité de pesticides qu'ils utilisent et arriver à s'en passer définitivement. Après, ce qu'on attend, nous, là, c'est du coup que déjà les plus dangereux, ils soient immédiatement arrêtés. Et puis après, on voit pour diminuer les autres progressivement, quoi.
depuis longtemps, on se bat pour du coup les semences paysannes, qui sont des semences qui sont adaptées à leur terroir et qui en plus évoluent en fonction de l'évolution des contraintes de milieu, quoi. Donc du coup, on se bat vraiment pour que la réglementation elle favorise les semences paysannes. C'est une semence qu'on peut s'échanger entre cultivateurs, entre producteurs. C'est une semence qu'on reproduit sur nos fermes. En fait, qu'on reproduit sur nos fermes et qu'on réutilise. Et du coup, en fait, comme tous les ans, on la recultive et tout ça, elle s'adapte à son environnement et à l'évolution de son environnement. Donc, et voilà, du coup, on n'a pas besoin d'avoir des semences. Enfin, en tout cas, on ne prône pas le système semencier où on rachète tous les ans des semences qui nous sont vendues par des semenciers. Qui nous font perdre déjà de l'autonomie, nous, et en plus on n'a pas de contrôle sur la possibilité, enfin pas de possibilité de les ressemer et on ne peut pas les faire évoluer en fait. C'est pas nous qui les faisons évoluer et c'est pas avec nos critères à nous qu'elles vont évoluer. Il y a aussi effectivement le choix de la culture en elle-même, quoi. Il faut peut-être qu'on arrête d'utiliser, enfin de faire autant de maïs qui est très consommateur d'eau, hein, le maïs. Donc ça serait le rôle de la chambre de faire plein d'essais en fait et de voir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qu'on peut utiliser et parce que c'est adapté à un climat qui change et aussi parce que c'est adapté à nos productions, qu'on peut l'utiliser pour l'alimentation animale ou pour l'alimentation humaine. En fait, c'est complètement dans le rôle des chambres d'accompagner une évolution de l'agriculture et de tester en fait toutes ces évolutions de culture. En fait, partout, hein, pareil, les fruitiers, il faut qu'on commence à mettre des arbres qu'on trouvait plus au sud avant. Ouais, il faut qu'on anticipe. Hein, tout ne marchera pas, ça c'est clair, hein, mais on a un devoir d'anticiper ça, quoi, hein. En fait, la sélection, que ce soit, tout à l'heure je parlais de la sélection végétale, mais en fait la sélection animale c'est exactement la même chose. Ça a été un facteur d'augmentation de la productivité agricole au sortir de la guerre et puis toutes les décennies qui ont suivi. Et on a sélectionné et les plantes, enfin les cultures et les animaux sur des capacités productives, mais complètement au détriment de la rusticité. Et la rusticité, c'est ça qui permet de s'adapter au milieu. Et tout à l'heure, je vous parlais de ma ferme où en fait, nous, on a fait évoluer notre troupeau depuis qu'on est installé. Et les troupeaux, en fait, s'adaptent à leurs conditions de milieu aussi. Quand on garde les animaux qui sont nés dans un endroit, et si l'endroit évolue, les animaux évoluent aussi. Donc c'est avec des animaux qui sont assez rustiques pour avoir des capacités d'évolution et d'adaptation au milieu. En fait, on va faire évoluer nos troupeaux et ils vont s'adapter un tant soit peu à l'évolution du milieu dans lequel ils vivent. Hein. C'est ça. Mais effectivement, tout ce qui est super productif, que ce soit en culture ou que ce soit en race animale, les capacités d'adaptation, elles sont réduites à la portion congrue parce qu'en fait, toute l'énergie de l'animal est mise au service de la production, soit de la production d'amidon, soit de la production de lait, soit de la production de muscles, et vraiment au détriment des autres fonctions que tous les êtres vivants ils ont. Et parmi ces fonctions-là, il y a les fonctions d'adaptation. Quand on a des plantes ou des animaux très productifs, ils ont aussi besoin d'avoir de la nourriture ou des intrants beaucoup plus importants. Hein. Donc une vache qui va produire plus de lait va manger plus et va boire plus qu'une vache qui en produit moins. Enfin, ça, c'est d'une évidence enfantine. D'une façon globale, toutes les personnes qui installent des méthaniseurs mettent beaucoup de culture directement dans le méthaniseur parce que c'est effectivement économiquement ce qui est le plus efficace.
Ils sont installés au prétexte d'utiliser des déchets, si on peut considérer que le fumier est un déchet. Et puis au final, en fait, il y a beaucoup de cultures qui y vont, des cultures qui n'étaient pas forcément destinées au départ. Et c'est une véritable concurrence avec l'élevage, les méthaniseurs. Déjà, ça contribue à ne plus faire sortir les animaux de leur bâtiment. Donc au niveau du bien-être animal, c'est une catastrophe, puisque pour récupérer le fumier, du coup, les animaux ne sortent plus. Et après, pour augmenter la productivité, on va aussi mettre des cultures directement dans le méthaniseur, et c'est des cultures qui ne vont plus aller à l'alimentation humaine ou animale. S'il était resté à une échelle pas industrielle, ça aurait pu avoir des avantages. Mais en fait, là, enfin, nous, on considère que c'est un peu une catastrophe, la méthanisation à grande échelle à la Confédération paysanne. En fait, il y a une vraie concurrence entre l'élevage et les méthaniseurs, parce qu'en fait, on est assuré du prix de vente de son électricité quand on a un méthaniseur. On n'est pas assuré du prix de vente de son lait quand on fait du lait. Donc, il y a il y a effectivement des agriculteurs qui vont privilégier le fonctionnement du méthaniseur au détriment du maintien de l'élevage dans leur secteur. Dans le Grand Est, par exemple, c'est vraiment une super catastrophe. Nous, on pense que la méthanisation, ce n'est pas une priorité pour l'agriculture. On a toujours dit que la priorité pour l'agriculture, c'était l'alimentation. Donc, on va aller faire de l'énergie. En plus, il faut faire le calcul énergétique tout compris. Ce n'est pas forcément super intéressant. On va aller faire de l'énergie avec des cultures, ce qui va du coup après justifier le fait qu'on soit obligé d'avoir de l'agriculture super productive, soutenue par des engrais, par des pesticides, par des OGM dans d'autres régions au prétexte de nourrir le monde. Donc voilà, il y a des choix à faire, et pour nous, vraiment, le premier des choix à faire, c'est de se dire que l'agriculture, elle doit avoir comme mission prioritaire de nourrir correctement nos concitoyens et concitoyennes. Celui qui s'appliquera, ça dépendra des gens qu'on mettra au pouvoir la prochaine fois. Tant que là, c'est ce gouvernement-là qui base sa politique sur numérique, robotique, génétique, sa politique agricole, puisqu'ils ont une foi absolument inconsidérée dans la possibilité de résoudre tous les problèmes par la technique. Mais en tout cas, c'est pas notre vœu que ça continue comme ça, quoi. Donc il faut qu'on mette d'autres personnes pour prendre des décisions dans l'intérêt de tous. D'un côté, il y a beaucoup de personnes qui se disent on ne peut pas bouger, c'est trop compliqué. Et d'un autre côté, il y a une jeunesse là qui est en train de se dire mais attention, là il devient urgent qu'on arrête d'hypothéquer notre avenir, il faut vraiment changer les choses. Toutes les orientations qui sont prises aujourd'hui nous empêchent de nous penser un avenir. Et donc ils se rebellent, et donc le fait qu'il y ait tous ces jeunes qui refusent, j'espère qu'ils vont peser plus lourd que tous les gens qui se disent on ne peut pas changer, quoi. Les soulèvements de la terre sont une partie de ces jeunes, mais ce n'est pas les seuls, en fait, il y en a plein. Mais effectivement, ceux-là sont des activistes, donc on les voit. Des manifs, on en fait depuis très longtemps, et la proportion de jeunes augmente vraiment considérablement. Très considérablement, et c'est ça donne quand même de l'espoir, quoi, de voir que tout le monde n'est pas abattu, et il y a des gens qui veulent encore bouger donner de leur temps, donner de leur énergie pour se battre pour un avenir meilleur, en fait.